Les Parisiens d'Olivier Py. Chapitre 1. Vaincre, triompher, ignorer la mort. Un ciel mouvant d'acier et d'or, luxe et pourriture, désenchantement ou exaltation, éveille et songe. Aurélien marche dans Paris les yeux au ciel. Réussir, vaincre, triompher. Il se regarde faire, aller, siffloter, et en se jouant à lui-même la comédie de sa propre béatitude, il fait de Paris, ses façades de plomb, ses trésors voilés, ses arbres éblouis, un grand décor dont il est le centre. Il est le centre de cette spirale, sa beauté, sa jeunesse, sa désinvolture, son envie insatiable de victoire. Paris ne vit que pour dévorer sa féroce ambition. Paris est faite pour que les arrivistes arrivent et que les séducteurs séduisent. Il a compris le sens même de cette ville. Ce n'est pas une ville, c'est une manière d'ignorer la mort. C'est une manière de nier la mort, de laisser la mort fumer ses cigarettes et s'habiller en rose parmi les autres créatures de ce bestiaire merveilleux. Aurélien pisse contre un platane. Un clochard qui joue du tam-tam sur un vieux bidon d'huile, mythiquement abîmé dans l'amour de sa crasse, semble faire battre le pouls de la ville. « Oubliez la mort », dit Aurélien à personne d'autre que lui-même, et il remonte sa braguette. Oublier, nier, contredire la mort, cela vaudrait la peine d'y consacrer plus d'une après-midi. Oublier la mort, oublier que l'on va mourir. Vaincre, triompher. Réussir à Paris, c'est plus grand qu'inscrire en lettres d'or sur un temple fermé l'annulation du ciel. Oublier la mort, cela voudrait dire croire au destin, croire à son destin et ridiculiser la mort. Cela voudrait dire faire de la mode une religion. Aucune philosophie jamais, dans sa difficile et amère mithridatisation de la mort, ne vaut le scandale de cette petite robe jaune pailletée dans la vitrine d'un magasin de luxe, soleil éblouissant d'inutilité. De jeunes filles la regardent comme le Saint-Sépulcre. Rien n'est vanité, et les Parisiens vont vers leurs travaux et leurs amours, leurs combats et leurs trahisons. La moindre de leurs brûlures est une œuvre d'art, puisqu'ils l'ont connue à Paris. Chez un antiquaire derrière le Châtelet, une critique de théâtre achète des boucles d'oreilles en forme d'ananas. C'est une affaire d'importance. La face du monde est changée, des gigolos préparent une orgie sous les ordres d'un musclé maître de cérémonie. Acte non moins considérable, un chef d'orchestre obèse, perdu dans les salles du Louvre, regarde les fesses des touristes américains et les compare à celles de David. Un quadragénaire qui a survécu au cancer va agacer les lions du jardin des plantes, que faire de plus essentiel? Un vieux milliardaire découvre sous un voile de satin noir la maquette d'un musée qui lui survivra. Chacun combat la mort comme il peut. Un ministre épuisé regarde de son balcon la beauté des nuages et se mesure à leur évanescence en rôtant. Deux jeunes femmes qui s'aiment comparent leurs poitrines. Ne savent-elles pas que le temps est court et qu'être belle un jour ensoleillé est plus grand que la philosophie? Une révolution se prépare et des militants peignent sur des cartons des slogans éculés. La révolution elle-même est soumise aux saisons et une passionnariat en imperméable élimé médite sur les utopies. Près de la gare d'Austerlitz, un groupe de sans-papiers a installé son campement. Il leur reste, avant l'hiver, des combats héroïques qu'on ignore dans le jardin des Tuileries. Une vieille élégante sable le champagne avec un influent mécène. Ensemble, ils rêvent d'intrigues florentines et de têtes coupées. Un pianiste raté pose ses doigts sur un Bösendorfer qu'il n'achètera pas, mais c'est le temps de se laisser flotter dans la loterie des destins. Une actrice alcoolique vitupère au bar de la Comédie Française. Elle a brûlé au feu de son génie, et Paris est son bûcher. Dans l'église Saint-Gervais, un prêtre qui a perdu la foi admire le recueillement des fidèles. Autour de lui, le monde est indifférent à sa catastrophe intime. Un illustre ténor dîne au Café de la Paix,
et parle de l'art du chant français. Il regarde les foules aller et venir dans la spirale endiablée des grands boulevards. Une fausse duchesse se souvient du temps où elle se vendait pour un repas chaud. Son ascension est plus belle que les étoiles, seul le ciel de Paris en connaît le secret. Un jeune homme brun hésite à s'ouvrir les veines, mais le suicide aussi est une vanité. Et tout ce peuple sait que si rien n'est possible politiquement, il reste à vivre une vie parisienne faite d'inutilités et de paillettes. Qui peut dire ce qu'est le sens? Ni l'amour, ni l'art n'en ont le monopole. Il est possible qu'il apparaisse dans la plus superficielle des fêtes, dans la vacuité la plus cristalline, bijoux, chansons, liqueurs, rayons d'automne dans la rivière. Qui peut comprendre? Oui, tout ce qui a manqué au grand système est ici, car ce qui a manqué aux religions et aux philosophies, c'est la haute conscience qu'elles ne pouvaient rien, doublée d'une irrépressible envie de vaincre. Et Aurélien regarde un garçon torse nu sur une moto qui porte une perruque rose. Une jeune femme l'interpelle et il lui montre son majeur, en entendant la moto qui pétarade dans le triangle d'or et réveille les bourgeoises du Crillon. Tout ça n'a aucun sens, dit Aurélien aux vitrines dans un grand éclat de rire, tout en accélérant le pas pour faire jouer son visage dans les carreaux de lumière des feuilles d'or de l'automne. Il voit sur la scène les miroitements éparpillés des grandes maisons luxueuses, et il rêve au tréfonds du fleuve sale ses cadavres, ses ordures, ses secrets, ses charognes, que la brigade fluviale qui passe sur un bateau d'argent a pour mission de recueillir. L'un vaut par l'autre. L'or et l'ordure sont l'alpha et l'oméga des villes. La splendeur haussmannienne est construite sur le charnier de la colonisation, et on peut toujours, par les soupiraux de la préfecture, entendre les plaintes des Africains en détention par-dessus le râle de la ville tout entière qui jouit de sa supériorité culturelle. L'or est la pourriture brodée chez le sage et jetée à la gueule effarée du monde. Paris est la capitale de l'élégance parce qu'elle sait que le monde est un charnier. Paris est la capitale de l'élégance parce que rien n'y a de sens et qu'elle sait faire de ce non-sens la splendide affirmation que les poèmes et les systèmes hésitent à prononcer. L'homme n'est rien. Rien n'est rien. La mort est la seule connaissance et il faut vivre dans les applaudissements du soir, dans les victoires éphémères, dans cette écume faite de rien, de renoncement, de haute conscience et de frivolité. Une seule tache sur le gilet rose, et c'est déjà l'apocalypse. Et Paris traverse le temps et broie les hommes. La ville se nourrit des espoirs et des extravagances de ses peuples. Ce n'est plus une ville, c'est une expérience spirituelle. Mais comme elle n'est pas sans danger, une armée de médiocres amers vivent dans l'ombre de sa splendeur. Les rois d'un jour font 1000 jaloux, les œuvres portées au sommet de l'art auront la postérité d'une publicité en page 12 d'un quotidien. Certains, la dent plus dure que d'autres, ont compris qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans la tempête des vanités. Le rouge à lèvres de la marquise n'a pas plus de valeur qu'une loi pour protéger les réfugiés. Une symphonie nouvelle pèse le poids d'un baiser volé. La pâtisserie enseigne à la philosophie dans les rues du 18e arrondissement, et le discours d'un nouveau directeur de l'Opéra de Paris est attendu comme un 5e évangile. Les touristes ne connaissent que l'or virevoltant de ce jeu de massacre, la machine parisienne, fluctuat nec mergitur, sur une mer de cadavres et de trahisons, va vers un nouvel idéal qui ne survivra pas au crépuscule. L'immanence est le véritable drapeau de Paris et sa devise est « Aime la mort, elle te le rendra ». De toutes les philosophies, la vie parisienne est la plus extraordinaire. Et Aurélien s'assoit dans un café des bords de Seine, entre l'épave fantastique de la Samaritaine et la colonnade du Louvre. Le café est splendidement dévoré de miroirs et de lumières angulaires. C'est idéal pour prendre une décision qui engage son destin. Mais il faut tout d'abord qu'il réfléchisse encore à cette idée. Paris, c'est nier la mort, Paris, c'est oublier, ignorer la mort. C'est donc que le Christ est impuissant et que Paris, dans sa grâce divine, a recouvert toute miséricorde. Le Christ ou Paris?
Au fond, le plus sage serait peut-être de tirer au dé. Et Aurélien a presque un fou rire en pensant à cette idée du Christ ou de Paris qui est le plus grand. Cela ne se décide pas intellectuellement. Cela ne ferait pas l'objet d'une dispute sérieuse à la Sorbonne entre un néo-marxiste et un catholique de gauche. « Un velours, s'il vous plaît » demande Aurélien. C'est un café serré adouci d'un peu d'orgeat. Il faut un peu de sucre pour alimenter son idée. Paris, c'est ignorer la mort et non pas vaincre la mort. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Je suis insensible à ton aiguillon, j'ai rendez-vous ce soir dans une fête où tout le monde rêve d'aller. Le tout Paris s'y presse, comme on dit, le tout Paris s'y roule et s'y frotte et s'y corrompt et s'y perd, et le champagne va noyer l'évangile. Comme le serveur a un joli visage de sainte et des auréoles sous les bras, Aurélien s'enhardit au point de lui poser la question. C'est un peu cela, le coup de dé. Peut-on vaincre la mort? Le serveur rit, et l'on voit entre ses dents disjointes une petite langue rose sang prête à lécher des idoles. Vaincre la mort? Non, je ne pense pas, dit le serveur. Quelle délicatesse conceptuelle! Aurélien note qu'il ne dit pas non simplement, il avance que la réponse à la question est subjective, et lui non, il ne pense pas. C'est comme cela qu'aujourd'hui on avoue ne pas croire à la Sainte Trinité, ni à tout le tremblement du jugement, à moins que ce ne soit une déformation professionnelle. Il répondra à toutes les questions métaphysiques. Je ne pense pas. Et ensuite il ira prier à Saint-Sulpice ou vendre son cul dans un palace. La mort vaincue? Paris ne pose pas la question. Paris est trop occupé à lancer le concours d'élégance. On construit dans la cour carrée un gigantesque barnum où vont défiler les extravagances de textiles et où les vieilles actrices se presseront pour serrer la main glaciale de la première dame. Et lui, le petit jeune homme roux qui réchauffe ses doigts d'un velours dans une tasse octogonale et noire, se demande à quoi consacrer sa vie puisque sans aucun doute il faut la consacrer à quelque chose. Seuls les provinciaux connaissent Paris. L'héritier du 7e arrondissement, avec son père patron de télévision et sa mère romancière, qui a gravé des bites sur les tables et les bancs de Louis le Grand, n'a aucune idée de Paris. Il ne sait même pas qu'il y a autre chose. Il croit que ce qu'il y a au-delà du périphérique et dans l'incertaine province dont il parle comme un désert théorique, c'est une forme de vie invertébrée de survie cellulaire où la littérature est remplacée par une parthénogenèse de sous-préfecture. Il ne sait pas ce qui s'oppose à Paris. Ce n'est pas la province, mais la miséricorde. À Paris, celui qui triomphe, c'est celui qui nie toute transcendance, celui qui affirme que Paris seul lui suffit et que Paris seul lui permet non pas de vaincre la mort, mais de vivre indifférent à son aiguillon. Paris est une fête, c'est la fête de l'inconscience. La mort y est partout, la mort n'y est nulle part. On lave au champagne les trottoirs tachés de sang et les réverbères s'allument pour l'éternité dans une nuit qui suffit à rompre le temps. Mais, se dit le très philosophique Aurélien en léchant le fond du velours, mais moi, qu'est-ce que j'en pense de cette mort qui est à la fois affirmée et niée dans la virevoltante aventure parisienne? Lui qui n'est pas un héritier, mais le fils d'une mère célibataire comptable aux Galeries Lafayette de Dijon, elle est morte il y a 2 ans et il n'a pas pleuré. Il s'est avoué très vite que c'était un grand soulagement d'être seul au monde. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il y a en lui encore un espoir de vivre autrement que dans le chatoiement perpétuel des fêtes parisiennes? Il faut demander encore à l'oracle, le serveur qui fume dehors derrière le café, dans une pause extatique sous les cieux apocalyptiques. Il le rejoint et il voit ses souliers usés qui jouent à piétiner une bouteille en plastique. « T'es mignon, tu veux que je te suce ?» demande Aurélien frondeur. « Pourquoi pas ?» répond le serveur. « Je finis dans 1 heure, tu viens chez moi? Tu veux quoi ?» Ce que veut Aurélien ne saurait se dire autrement que comme il l'a déjà formulé dans le moment de parfaite assomption où, un café orgeat dans les mains, il s'est avoué ne pas croire à la résurrection des morts, et a fait vœu de se consacrer à vénérer Paris et à son bréviaire nihiliste.
Mais comme le moment est plein de charme entre deux poubelles vertes, il le dit autrement. Ce que je veux la gloire, l'argent, le pouvoir. Cela amuse manifestement le serveur qui répond très bibliquement. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça, mon chéri, mais tout le monde ne sait pas qu'il suffit de le vouloir pour plier le destin à son désir, dit Aurélien, et ses yeux deviennent des diamants. Pas si simple, dit le serveur en se tripotant le lobe de l'oreille. Dans 1 heure, on ira chez moi et je vais te baiser hardiment en t'expliquant ma théorie. C'est quoi ta théorie? Demande le serveur en appétit. La mort est la seule pensée qui mérite d'être pensée, mais pour penser cette pensée, le mieux c'est de l'ignorer. Le serveur est perdu, mais il n'en montre rien. Moi, les intellos, c'est pas mon truc, mais pour la baise, c'est d'accord. Et voilà comment il met en pratique, sans le savoir, non pas la théorie, mais le projet spirituel d'Aurélien qui, seul dans la rue Saint-Germain de l'Auxerrois, s'accroupit et s'adosse contre le mur pour faire de ses pensées frivoles un serment inviolable. Je veux tout. J'aurai tout. Si je n'ai pas tout dans 1 an, je me tuerai, je me jetterai dans la Seine avec les mains menottées. J'aurai annulé la philosophie et la religion. Je ne suis pas un professeur de philosophie, je suis un aventurier, dit Aurélien à la ville qui devant lui entre dans l'ombre. Depuis si longtemps déjà, il a compris que ce qui a tué la philosophie en Europe, c'est la pédagogie, et que seule une toute petite minorité de fous furieux peut encore exercer l'art suprême de l'amour de la sagesse, à la condition d'avoir renoncé à la miséricorde, à la Révolution et à la Sorbonne. Et lui, y a-t-il renoncé? Suffit-il de la lumière diffractée des miroirs d'un café de Paris, d'un serveur au sourire de giton et d'un peu de sucre fondu pour transformer 2000 ans de glose en un acte définitif? Il n'est plus très sûr de lui, mais il sait qu'en allant au hasard dans la rue Saint-Honoré, il retrouvera ce mélange de dégoût et d'exaltation qui lui est nécessaire pour mûrir son exploit. Il veut les choses mourantes, le sexe, l'argent, la célébrité. Il veut tout cela et oublier la mort. Alors peut-être, il ira sur la tombe de sa mère et sur le marbre gris, il laissera tomber un bouquet de roses et une larme pure. Mais le combat commence, et dès ce soir, il doit marquer des points décisifs. Il lui faut une clé, une seule, et entrer par la petite porte quand il sera dans le palais, on verra ses yeux verts, ses cheveux roux, et on l'acclamera. Un succès, un seul, et Paris se prosternera, alors il saura coucher avec les ministres, décrocher les couronnes, créer sa cour. Et ce succès ne doit pas attendre. Le théâtre brûle, le chef d'orchestre de Paris, c'est le désir insatiable. Et ce désir insatiable cherche un pourvoyeur, voilà. Il a trouvé son rôle. Il va leur vendre du génie éruptif au prix fort, et quand ils verront que ce génie est une verroterie intellectuelle, il sera trop tard. On s'arrachera déjà les mèches de ses cheveux rouges au prix fort pour s'en faire des talismans contre le cancer. Être un charlatan ne l'effraie pas, mais un charlatan de génie. Quelque chose lui murmure qu'il ne peut pas ne pas réussir. Il a compris que tant qu'il danse, il ne peut pas tomber. Et tant qu'il danse, il entraîne avec lui les rouages mystérieux du pouvoir et les architectures magiques du désir. Quoi de plus beau que ce jeune homme arrogant qui traverse la ville? Ne donne-t-il pas sens à la ville tout entière? La ville n'est-elle pas une pourriture que la fleur de sa jeunesse justifie? Ce soir, il ira dans un château, et entre tous les trésors, sa jeunesse, sa beauté, son ambition carnassière sembleront la nécessité même de Paris. Il sait aussi qu'il y aura parfois un peu de sang sur le col de sa chemise et que sa peau, pure comme le devenir, risque d'être décorée de grandes cicatrices. C'est bien cela qui amuse Aurélien. Il aime les combats, les blessures, les crachats, les médailles. En un mot, il aime les récits. Serait-il un mot perdu dans le grand récit des vanités parisiennes, ou une phrase décisive dans le chapitre de son siècle? Sa réussite sera-t-elle un long poème ou une incise nécrologique? Qu'importe. Il y a entre lui et l'instant qui vient une attraction charnelle. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Extrait terminé. Merci de l'avoir écouté.